Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous parlerons de l'UNESCO qui a inscrit l'Attiéké de Côte d'Ivoire au patrimoine immatériel. On en parle tout à l'heure. Ensuite, le second point, ce sera la bonne nouvelle pour les salariés payés au SMIC, c'est-à-dire 75 000 francs. Ils ne paieront plus d'impôts. On fait le point avec nos amis. Et autre point à aborder, l'opération de contrôle routier. Alors, selon la Direction générale de la police nationale, 7 290 véhicules ont été mis en fourrière en seulement 3 jours. Nos amis feront le décryptage et enfin, en seconde partie, nous parlerons avec le responsable, le président du mouvement politique Agissons Ensemble, M. Zokouké, avec nous, notre invité que nous recevrons en seconde partie. Mais avant, on parlera de ce phénomène de la drogue. 4 jeunes filles interpellées du côté d'Abobo. 4 jeunes filles, 3 mineurs et 1 majeure. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Alors ce soir encore une fois, nous sommes là, vendredi 6 décembre. Merci d'être avec nous. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle. Vous allez bien? Ça va. Le week-end, c'est bon. C'est le week-end, vraiment. Élisée, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Content d'être un vendredi, le jour que j'aime le plus dans la semaine. Maryse Komoé, est-ce que vous aimez également les vendredis? Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, les vendredis, ça ouvre la porte donc du week-end. Alors, on est tout à fait. Il n'y aura pas de préoccupation de consommateurs à régler, c'est vrai. Voilà. Sur le repos. On attend son bilan. Bon, je vous en prie, messieurs, laissez Maryse Komoé en paix. Aïcha Képi, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir messieurs, bonsoir. Je vous aime bien. Voilà. Alors, messieurs, bonne nouvelle pour l'Attiéké de Côte d'Ivoire. Je précise Attiéké de Côte d'Ivoire, puisqu'il rejoint au patrimoine immatériel de nombreux produits, de nombreuses on va dire, sites aussi. Pardon? Nombreux sites, Sites, au-delà des bien mets. sûr. Alors, il y a le tchèp-djen qui est passé avant nous, il y a le henné, il y a le couscous. Aujourd'hui, on parle de l'Attiéké de la Côte d'Ivoire qui fait son entrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'annonce a été faite donc lors de la 19e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui s'est tenu au Paraguay. Herman, quelle réaction après cette nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Vous savez bien que l'Attiéké, semoule de manioc, c'est un mets. C'est vrai que les Ivoiriens ont la recette de fabrication, fièrement d'ailleurs. Mais c'est un mets aujourd'hui qui est consommé partout dans le monde. Et justement, ça crée aussi une certaine curiosité touristique. On voit que lorsque les gens goûtent je pourrais dire ce produit-là, c'est la première fois, ils ont toujours envie, ils gardent cela en mémoire, tout comme la loco. Est-ce que moi, je voudrais dire aux gens de l'UNESCO, ce n'est pas que l'Attiéké. C'est vrai, ils ont vu découvrir l'Attiéké, mais il y a le biécosseux des Akiés, il y a le plein, pléba. il y a le pléba, il y a Voilà. plein de choses comme Est-ce ça. que ce sont des mets qui sont, je veux dire, appréciés dans le monde entier? Mais la loco, tout le monde mange la loco. Mais la loco, c'est typiquement ivoirien. C'est vrai qu'il y a d'autres formes Le nom est typiquement ivoirien. de plantain frit ailleurs. Mais la loco, non, je parle de la loco. La loco, quand on va à des colloques, à des endroits au niveau international, des expatriés, des personnes étrangères demandent, recherchent aussi la loco. Il y a plein. Le bien consommé, mais je pense aussi. Élisée Boloube, il s'agit en tout cas là de la récompense du travail de la Côte d'Ivoire parce qu'il s'agissait de spécifier et de relativiser cette appellation que certains faisaient. D'autres pays disaient l'Attiéké du. Là, la Côte d'Ivoire dit attention, c'est un produit typiquement ivoirien, l'Attiéké de la Côte d'Ivoire. Un combat que nous avons vaincu. Oui, je pense que tout l'honneur revient en tout cas à nos autorités, à toutes ces personnes-là qui ont bataillé pour qu'aujourd'hui cette reconnaissance-là nous soit accordée. Et parce que ce n'était pas évident. Il y a quelques mois de cela, je me rappelle encore, on faisait un petit débat ici. Quelqu'un qui nous avait servi du Attiéké du, je ne dirais pas du pays, mais d'un autre pays, nous tous on s'était indignés ici pour dire mais attends, après il faut qu'on change. Je crois que les autorités aussi ont vu en ça une alerte. Et Dieu merci, tout le monde s'y est mis aujourd'hui. On aboutit à ce résultat-là. Mais ce n'est pas surprenant parce que, comme le disait Herman, l'Attiéké, au-delà des frontières ivoiriennes, est consommé un peu partout et prisé même d'ailleurs. Et c'est devenu maintenant, je dis, une anecdote pour tout le monde. Chaque fois que vous avez l'opportunité
de vouloir voyager, voyager. voilà, de vous déplacer, que ce soit en Afrique ou bien même dans les pays européens. La première chose que les gens vous demandent toujours, n'oublie pas de m'envoyer de la Tchéquie. Donc c'est dit aujourd'hui que quand même, c'est un mec qui avait conquis, je dirais, non seulement le continent, mais en tout cas, je veux dire, d'autres continents. Et c'était naturel qu'aujourd'hui, on puisse lui accorder cette reconnaissance-là. Alors, ce mec qui a conquis le continent et d'autres pays, ils sont quand même venus en Côte d'Ivoire pour l'apprendre, près des femmes qui le font de façon traditionnelle ici. Mais bien sûr, c'est pourquoi justement, vous m'enlevez les mots à la bouche. C'est pourquoi justement, je me rappelle des paroles d'un candidat à l'époque, à la présidentielle, et qui aujourd'hui, au travers de ce que nous sommes en train de voir, Il avait raison. nous conforte qu'il était visionnaire. C'est vrai que ça avait Kakabe, suscité... c'est de lui où vous voulez parler. Là. Bon, ok, son C'est lui. excellence, Son monsieur excellence, Kwadwo Konan parce que, parce qu'il est ambassadeur ambassadeur. maintenant. Mais à l'époque, avait parlé de ça. Il nous avait interpellé sur la nécessité du fait qu'on devait accorder beaucoup d'importance à la production et à la consommation, à la vente de la ticket, qui peut nous rendre même hyper riches. Des gens s'en sont moqués. Mais aujourd'hui, quand on regarde, quand on voit cette trajectoire, on voit qu'il était visionnaire, qu'il avait raison. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas bien, c'est vrai, tout autant qu'on on sensibilise sur la capacité à industrialiser notre pays, de vraiment penser, en plus de transformer le cacao pour en faire du chocolat, les fèves de cacao pour en faire du chocolat, la noix de cajou et autres, tout ça, est-ce qu'il ne serait pas bien qu'on regarde du côté de la Tchéquie pour vraiment construire des usines pour qu'on en fasse, on en produise en quantité industrielle, parce que c'est demandé à travers le monde. Forte demande. Et ça peut être une force pour nous. Il va nous rapporter. Aujourd'hui, tout le monde, même si tu vas aux États-Unis, quelqu'un peut venir dire que la Tchéquie vient. J'ai un exemple, je donne de l'Afrique, si vous racontez des histoires. Tout le monde sait que la Tchéquie vient de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut capitaliser dessus en mettant en place des industries qui vont produire en quantité industrielle. Et ça va être aussi une marque pour nous, un produit qu'on pourrait exporter aisément. Marius, comment avec vous, quels seraient les bénéfices d'une telle nouvelle, justement, pour la Côte d'Ivoire? Mais les bénéfices sont énormes. D'abord, il faut rappeler qu'au niveau du ministère de l'Industrie, il est mis en place un comité national d'indication géographique de sorte à ce que tous les produits, toute notre expertise, tant au niveau local qu'au niveau même de notre espace national de vie, eh bien, soient protégés. Beaucoup d'Ivoiriens ont régulièrement exigé que des produits typiquement ivoiriens soient protégés. Et depuis lors, cela n'a pas donné véritablement un engouement au niveau étatique. Et c'est cette question-là que le ministre Souleymane Diarra-Souba de l'Industrie a voulu bel et bien corriger. Et donc, avec le Comité national d'indication géographique protégée, il a bien voulu labelliser d'abord certains produits tels que le pain baoulé, qui est aujourd'hui protégé. Vous avez le café de menthe, qui est également protégé. Et nous sommes heureux aujourd'hui que la tiéké de Côte d'Ivoire soit protégée. Rappelez-vous qu'il y a des groupes d'intérêt chinois qui vendent, en ce moment où je vous parle, la tiéké sur le marché européen en grande quantité. Mais c'est de la tiéké qui ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que même en Chine, on produit aujourd'hui de la tiéké. Et cela devrait amener nos gouvernants rapidement à protéger donc notre tiéké, parce que c'est un label typiquement ivoirien. Le mot est typiquement ivoirien, en tout cas. Oui, c'est un label typiquement ivoirien. Et donc, aujourd'hui, c'est la joie dans le cœur que nous apprenons que nous avons pu naturellement protéger notre tiéké national. Il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'il y a encore au niveau artisanal un certain nombre de produits, un certain nombre de nos labels que nous pourrions naturellement protéger. Je parle par exemple des poteries du Nord, des poteries Senufo. Je parle également de certaines tenues dans le Nord comme dans l'Ouest ainsi qu'à l'Est. Il faut véritablement protéger notre patrimoine culturel de sorte à ce que, eh bien, demain, la génération future ne soit pas en déperdition totale. Alors, Aïcha, avec vous, essayons de regarder un peu et peut-être rendre hommage à ces femmes-là, pionnières, ces femmes Adjoukrou, permettez que je commence par les Adjoukrou, Ébrié, Atié, ensuite... J'allais dire Adjoukrou de Dakradio, Atié et Goua, le peuple Atié. En tout cas, les peuples lagunaires qui, de façon ancestrale, font cette semoule de manioc. Aujourd'hui, c'est tout à leur honneur, ce combat-là qui a été gagné. Cet or jaune ou blanc, appelez ça comme vous voulez, pour moi, c'est un trésor national, effectivement. J'aime tellement cette fabrication, ce mets-là, la tchéké,
que j'en ai fait un reportage en 2018. J'ai été en pays ébrié à Blocos, en village ébrié en tout cas. J'ai été très bien reçue à Tchan et franchement, j'ai vu, ça prend 3 jours effectivement. Les techniques sont vraiment, c'est des femmes effectivement qui s'en occupent. Les techniques sont vraiment très bien rodées. Elles font ça depuis X temps. Et on est sur de la fabrication made in Côte d'Ivoire, effectivement. Donc, heureusement qu'on a eu la labellisation d'abord. Et maintenant, on a le cachet UNESCO, qui est quand même un cachet qui est reconnu, qui est respecté. Tout à fait. Donc, en principe, les prix sont censés aller avec ce cachet-là, normalement. À l'international. Suivez mon regard, voilà. Mais c'est une fierté, effectivement. Et on rend hommage à ces femmes qui se lèvent très tôt. J'ai été très tôt là-bas sur le reportage et même en arrivant à 5 heures, je suis arrivée en retard. Oui, c'est aux aurores. Elles se lèvent très tôt et elles se couchent très tard pour qu'on puisse avoir des mets qui ne sont pas parfois vendus au prix qui justifient en fait leur travail. Donc il faut qu'on respecte aussi, qu'on sache d'où ça vient et qu'on respecte le travail derrière. C'est une fierté nationale. Et c'est la plus belle nourriture au monde qui existe. Ça sent très bon. En tout cas, ce que nous avons sur le plateau. Les images même sont très jolies. Oui, c'est joli à voir. J'ai dû consommer une boule très rapidement. On avait 2 boules Herman sans eau, Herman a mangé rien une du boule tout. sans rien. C'est terrible ça, Herman. Mais c'était très bon. Oui, mais en même temps... Je crois que ça, après, je vais m'en occuper. La meilleure nourriture au monde. Très bien. En termes Alors, même de production, rapidement, Marius, parce qu'on a une minute. l'État, à travers le ministère de l'Agriculture, finance en ce moment un projet, au travers du projet PDC2V, pour une grande production de la ticket en Côte d'Ivoire. Et c'est une initiative soutenue par la Banque mondiale. Très bien. Alors, essayons de nous rendre, messieurs, à Yamoussoukro, où nous avons une bonne nouvelle, en tout cas pour les salariés payés au SMIG. Ils n'auront plus à payer d'impôts. On va décrypter avec vous. Alors, il y a quelques jours, la Commission des affaires économiques et financières du Sénat a adopté donc à l'unanimité, le 3 décembre dernier, 2 projets de loi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ces textes portent pour le premier sur la ratification de l'ordonnance numéro 2023-719 du 13 septembre 2023 relative à la réforme des impôts sur les traitements salariales, pensions et rentes viagères à la charge des salariés. Et le second porte règlement du budget de l'État pour l'année 2023. Élysée, faisons un point de situation avec vous. Déjà sur l'opportunité même de cette décision. Ensuite, votre postulat sur la nouvelle. Oui, je pense que ça s'inscrit dans l'ordre des choses. Ce d'autant plus que la volonté aujourd'hui, en tout cas, à écouter le ministre des Finances et du Budget du gouvernement, c'est de, dans un premier temps, réparer, si je peux m'exprimer ainsi, quelque chose qu'on pourrait appeler un peu l'injustice, en fait, voilà, par le passé, qu'on voudrait quand même réparer pour permettre à ceux-là qui ont travaillé durant des années pour notre pays et tout ça, et qui aujourd'hui font valoir leur droit à la retraite, de pouvoir jouir aisément aussi de leurs revenus sans pour autant être sous pression, voilà, de toutes ces taxes fiscales et autres, tout ça qui souvent n'était pas très évident pour eux. C'est aussi, comme je le dis, une question de logique, parce que si on est conscient que ce qu'on avait par le passé comme SMIG était tellement bas et qu'on est passé de 30 000 à 60, voire finalement 75 000, il ne serait pas logique encore de taxer ceux-là, surtout qu'on connaît aujourd'hui le niveau de vie en Côte d'Ivoire et qu'on se connaît la pression, je vais dire, de la cherté de la vie. Ce n'était pas juste quand même de laisser ceux-là qui avaient des revenus assez modestes continuer aussi à subir, je vais dire, les taxes fiscales. Donc pour moi, l'un dans l'autre, ça s'inscrit encore dans cette dynamique de justice sociale. Donc c'est une initiative qu'il faut saluer. Et moi, comme j'ai souvent l'habitude de dire, en tant qu'homme, on a toujours envie de mieux. Donc on peut espérer qu'on peut faire mieux. Ça, c'est une réalité. Mais déjà, on ne va pas cracher ce qui a été déjà fait et dire merci aux autorités d'avoir permis qu'on puisse avoir ces mesures-là qui pourront aider une bonne partie quand même de notre population. Parce que pour ce qui concerne les retraités aujourd'hui, cette mesure-là, c'est environ 90% des retraités qui s'en sortent, voilà, qui pourront quand même bénéficier de cette mesure-là. Donc on dit merci déjà au pouvoir public. Et puis on espère qu'à force de travail des uns et des autres, d'engagement, et c'est ce que nous appelons de tous nos voeux, de tous les citoyens à quelque niveau qu'ils soient, on va permettre de maximiser davantage les recettes d'État et puis ça va nous permettre d'améliorer davantage la vie des uns et des autres. Tout à fait. Alors Herman Aboua, justement, lorsque le ministre dit avec cette réforme, les salariés auront à payer moins d'impôts sur le salaire, ce qui leur permettra de disposer des revenus plus importants pour faire face à leurs différents besoins. Qu'est-ce que cela appelle de vous? Je ne sais pas combien les impôts représentaient dans les 75 000 francs de SMIC. Dans tous les cas, ça ne doit pas être trop grand, mais toujours est-il que c'est un soulagement. Mais moi, au-delà de cela, c'est que lorsque les députés légifèrent, tout cela, c'est bien.
Mais il faudrait même, on a bien fouillé, il y a certains députés, ils ont des filles de ménage qui payent à moins le SMIC. C'est là que la question, il faut valoriser les personnels qui sont... qui le nous petit aident, personnel, les comme on petits les appelle. personnels, comme on les appelle, qui aident à mieux gérer nos ménages. Il faudrait pouvoir les amener véritablement au SMIC. Je dis ça parce que la plupart des foyers qui emploient ces petits personnels, les filles de ménage, même les cuisinières souvent, quand ce ne sont pas des agents internationaux, des fonctionnaires internationaux ou des personnes des organisations internationales, c'est très souvent, c'est moins de 50 000 francs qu'on donne à ces filles-là. Il faut pouvoir faire en sorte que la mesure du SMIC puisse bénéficier à ces personnes-là. Comme je dis encore une fois, on va regarder tous ces députés-là chez eux, il y a des filles qui sont là, qui sont payées à moins le SMIC. Pour terminer avec la question des retraités, c'est vrai, c'est bon, c'est encore bien, toujours d'enlever les taxes, faciliter les choses aux retraités. Mais il faut regarder aussi, il faut que les députés, les sénateurs et autres regardent aussi le temps d'attente pour commencer à toucher. Il y a des gens qui attendent longuement de toucher leur pension de retraite. Combien de temps comme ça, Herman? Il y en a, par expérience, ça va jusqu'à 2 ans, 3 ans. Souvent, ça a été réduit. Ça a été réduit. Ça, encore dans les actes. Dans les actes qu'on prend, dans les décrets, dans les faits. Est-ce que c'est fait? Allons-y, regardez les délais. On va regarder. Moi, parce que je discute souvent à des retraités qui viennent avec ces genres de préoccupations-là. Si ça a été réduit, le problème ne devait pas se poser. Mais je crois bien que certainement que ça a été réduit dans les actes et que dans la pratique, sur le terrain, ce n'est pas forcément effectif. Il faut que les députés aussi fassent en sorte que les pouvoirs publics qui ont le pouvoir régalien regardent ces aspects-là. Très bien. Aïcha, votre point justement sur ces différents points qui sont déroulés au niveau du Sénat, selon vous, est-ce une bonne nouvelle justement pour les salariés, surtout qui sont payés au SMIC? Oui, ensuite, et on progresse. Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle. Personne ne peut dire le contraire, à mon avis, parce que on parle quand même de très nombreux salariés qui vont voir leur salaire augmenter, logiquement, si on suit la logique de ce projet de loi. Et puis, c'est bien pour les retraités aussi de plus de 70 ans, si je ne me trompe pas, parce qu'ils vont aussi être revalorisés. Alors, je pense que les retraités, c'est une bonne chose qu'ils ne soient pas oubliés, parce qu'on se souvient qu'en début d'année, le chef de l'État avait annoncé des primes aussi en faveur des retraités. Donc, on voit que malgré leur âge, ils ne sont pas oubliés, ce qui est à saluer, je trouve. Et puis, au niveau du budget qui a été validé pour 2023, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Le ministère a obtenu l'accord et du Parlement et du Sénat. Donc, on ne peut qu'aller en 2025 sereinement. Marius Comoé, j'aimerais avoir votre regard de défenseur des droits des consommateurs. Comment est-ce que vous voyez justement le fruit de ces travaux faits au Sénat? Non, c'est salutaire, surtout pour l'augmentation, bien sûr, du SMIC. C'est salutaire. L'augmentation du SMIC? Non, je veux dire... le fait qu'il ne paie plus d'impôts. Exactement, le fait qu'on on retire l'impôt sur les petits salaires comme ceux adossés au SMIC. Mais il n'empêche pour moi de relever un point qui me semble très important. Lequel, Marius Comoé? Alors, celui de la rente viagère. Je n'arrive pas à me comprendre. Peut-être que mon niveau de formation d'élève de CP1 m'empêche véritablement d'accéder à une telle compréhension, mais il serait quand même bon de rappeler que je ne peux pas comprendre que des gens qui ont dirigé, par exemple, un pays... Essayons de comprendre, d'expliquer un peu pour ceux qui nous regardent et qui ne comprendraient pas. Il parle de rente viagère, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi, Marius? Là, c'est des allocations qu'on accorde à des anciens présidents d'institutions, à des anciens chefs d'État, à des anciens chefs de gouvernement, à des anciens membres du gouvernement, des ministres, à des anciens présidents d'institutions, y compris à des députés et même à des sénateurs. Après qu'ils ne soient plus en fonction. Après qu'ils ne soient plus de surcroît en fonction. Vous avez été président de la République dans des pays en Afrique où on confond la caisse de l'État à ses propres caisses personnelles. Dans certains pays. Dans certains pays, bien sûr. Alors, non seulement cela, mais les gens sont les mieux payés. Ils ont les plus gros salaires. Pour un chef d'État, pour un membre du gouvernement,
pour un président d'institution. En plus de cela, on leur alloue un budget au moment où ils sont en fonction. Oui, à cause de leur qui position. se chiffre à des milliards. Ils dépensent ce budget sans rendre compte. Et puis à la fin, on doit encore les entretenir, bien qu'ils aient fini. Entre-temps, on ne demande pas aux fonctionnaires, on demande aux fonctionnaires en temps de se cotiser. Vous allez continuer. Quand vous dites qu'ils dépensent ce budget sans rendre compte, explication Marius, parce qu'on sait bien qu'il y a des structures de l'État qui vérifient, qui travaillent à ce que justement les budgets alloués aux structures de l'État aillent dans le sens des missions qui leur sont allouées. Quand vous dites qu'ils ne rendent pas compte, est-ce qu'il ne faut pas le nuancer peut-être, Marius? Non, tout à fait. Vous avez totalement raison. Mais l'idée ici n'est pas de dire que bon, ils dépensent comme ça à tout va. Non, l'idée ici est de dire qu'au-delà des gros salaires qu'on leur donne, au-delà du budget qui se chiffre en milliards qu'on leur alloue, eh bien, ils en usent en tant que premier responsable ou responsable de l'institution comme bon leur semble. C'est ça que je voulais dire. Et donc, une fois avoir cessé leur activité, on doit continuer. Prenez le cas d'un député. Oui, alors, il est élu. Terminez, puis on reviendra sur un point que vous avez Il mentionné. est élu parce que tout simplement, on lui a donné caution. Le peuple lui a fait confiance. Oui. Quand le peuple lui retire sa confiance, l'État utilise les taxes et les impôts pour entretenir un député à qui on lui a arraché toute confiance pendant au moins 6 mois. Pareil pour un sénateur. C'est incongru. C'est des lois, certes, mais c'est des lois que nous jugeons iniques, nous jugeons injustes, nous jugeons abusives. Nous pensons qu'ils ont été en service. Ils auraient dû aussi se cotiser comme tout fonctionnaire. De sorte qu'au moment où ils s'en vont, ils finissent leur fonction, ils vivent de leur retraite, de leur cotisation. Revenons maintenant à la gestion du budget. C'est très important de clarifier. Quand vous dites qu'ils ont à disposition un budget et qu'ils l'utilisent comme bon leur semble, on a vu ici récemment qu'il y a certains directeurs généraux, par exemple, qui ont été enlevés de leur position parce qu'il était avéré qu'il y avait des choses pas très claires, par exemple. Donc, il ne faut pas... Vous m'avez rejoint. Oui, non, je veux dire, il ne faut pas dire que c'est une loi comme tout le monde le fait. Non, attention. Les budgets sont alloués en fonction des missions. S'il y a des challenges là-dessus, on peut le souligner. Mais le dire que tous ceux qui sont nommés utilisent leur budget comme ils le veulent, je pense qu'il faut qu'on fasse attention là-dessus. C'est que le constat au plan national est assez clair pour nous qui regardons le fonctionnement de la République au quotidien. Nous disons tout simplement qu'il y a même des structures, des institutions au plan national qui contrôlent par exemple le budget du président de la République. Qui en fait un contrôle? Qui fait le contrôle du budget? Non, mais c'est cela. Bon, voilà. Écoute, donc, on alloue un budget. Bon, par exemple, vous prenez des anciens chefs, des anciens présidents de la République. Oui. Okay. Le monsieur, il a cessé ses activités. On va lui donner plus de 10 millions, en moyenne 10 millions de francs CFA. Mais non satisfait de lui donner à lui, ancien chef d'État, 10 millions de francs CFA, on va également payer son épouse. On paye même ses enfants et on lui donne du personnel. Très bien, Marius. Attendez. Herman aimerait réagir là-dessus, ensuite Élisée. Allez-y. Sur la question du budget, je pense que je peux comprendre, Marius, qu'il pense que le montant de budget alloué à une institution ou bien à une personne qui gère, une personne morale, une personne physique qui gère une institution, soit souvent à grand portefeuille, mais il ne peut pas nous dire ici que ces budgets-là ne sont pas utilisés à bon escient. Du moment où c'est parce que dans la loi de finances, c'est prévu pour exécuter certaines urgences, des missions qu'on leur alloue. On peut comprendre qu'il y ait des institutions qui soient budgétivores, ça on le dit tout le temps ici, mais on ne peut pas dire que si vous le budget... Non, je ne vais pas faire le débat, je vais continuer. Laissez Herman terminer, je vous en prie. Apporter ces précisions-là. Oui. Non, Marius, laissez Herman compléter parce que vous allez laisser parler. Le budget qui est à près de 15 000 milliards de francs CFA, ma question que je me pose, est-ce que c'est un budget qui est financé à 100% par la contribution propre ivoirienne ou que, encore une fois, la dette surplombe ce budget? Et ça, je dis toujours que lorsqu'on fait des budgets, il faut tenir compte aussi de nous-mêmes, nos propres revenus. Par exemple, dans nos maisons, on ne peut pas aller prendre crédit à chaque fois à côté chez le voisin pour venir régler nos dépenses du mois. Je
pendant qu'on connaît ce que nous sommes capables de produire à chaque fois. On va recentrer pour revenir au il y a débat. ça. Oui, ensuite, je constate, oui. non, pour terminer, je constate aussi que quand je regarde le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, je prends aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je prends aussi le ministère de la formation professionnelle et technique. À eux seuls, ces trois ministères-là ont près de 2 000 milliards dans ce budget de 15 000 milliards, ce qui fait environ 13% du budget. Mais je ne comprends toujours pas où est-ce que cet argent-là, dans la faisabilité, dans l'action, pendant que nos établissements ont des problèmes d'infrastructure, de table banc et autres. Non, c'est pas que je rejoins. Je ne suis pas quelqu'un... Allez-y, Herman, terminez. Je porte moi-même mes arguments. Donc, voici un peu ces questions. Il faut que peut-être qu'on oriente mieux la distribution des budgets sectoriels dans ces ministères-là pour qu'on parte à l'essentiel. Nos écoles ne doivent pas manquer de table. Essayons de recentrer le débat. C'est vrai que Marius nous a envoyé sur un chemin qu'on essaie de prendre, d'emprunter, mais on va peut-être avec Élisée, on le prend sur certains points et puis on termine pour revenir à notre sujet. Vous vouliez la parole, Élisée? Oui, je voulais rebondir un peu sur tout ce qui est dit comme sujet. Moi, je voudrais déjà rebondir à ce que Marius était en train de dire concernant les différents budgets ou du moins les allocations qui sont faites. Rente viagère et rentes et autres, tout ça. Je crois que c'est vrai, il dit que la loi est unique. C'est son point de vue. La loi est unique, mais c'est la loi. Peut-être que jusqu'à preuve du contraire, il faut qu'on trouve une autre alternative, qu'on vote une autre loi. Mais tant que ce n'est pas le cas, c'est la loi. On est obligé de l'appliquer. Voilà. Et puis aussi, il faut dire que quand même, les fonctions que les uns et les autres occupent, qui finalement après leur donnent droit à bénéficier de ces rentes viagères, c'est des fonctions à un certain niveau que les gens occupent quand même. Donc, je me dis qu'à un certain moment, quand même, pour quelqu'un qui a occupé un tel niveau de fonction, vous ne pouvez pas le laisser repartir comme ça, comme si c'était de façon, je vais dire, bredouille qui reparte comme ça sans rien. Il faut quand même qu'on le mette dans le minimum. Pas forcément le maintenir au niveau qu'il avait, mais il faut lui donner quand même un minimum. Vous tous ici, là, on va être indignés si demain on trouvait un chef d'État qui avait gouverné notre pays, se retrouver demain en train de marcher des tapettes. Nous-mêmes, ça nous indigne. On dit, mais quand même, nous, notre président, ça nous indigne. La preuve, même entre nous-mêmes, quand on parle entre nous-mêmes, juste dans nos familles, souvent quand on a des parents qui ont occupé un certain nombre de fonctions, et puis après, ils vont à la retraite, on les trouve dans une situation délabrée. On s'est dit, mais toi, tout ce temps que tu as travaillé là, c'est pour devenir ça? Tu n'as rien foutu, tu faisais quoi de ton argent et tout ça? Pour t'aider, tu parles des parents. Toi-même, tu passes dans la rue. Les gens pensent que tu te fais des millions parce que tu vois à la télé. Oui, c'est pas faux. Donc, quelque part, quand même, je pense que c'est un peu pour pouvoir donner un peu de dignité que ces dispositions sont prises. Maintenant, quant au montant et tout ça, pour moi, c'est des choses sur lesquelles on peut tout discuter, on peut tout légiférer. Mais vraiment dire qu'on doit carrément les annuler, je pense que ce n'est pas la bonne option. Ça, c'est une réalité. Deuxièmement... Oui, il termine, et puis vous allez voir Marius. Maintenant, deuxièmement, sur la question du budget qu'évoquait, comment dirais-je, Herman. Donc Marius parlait qu'on ne sait pas, certains ont des budgets dont on ne sait pas comment ils gèrent, et ensuite, après, ils redemandent des rentes viagères. Je pense pour ma part que c'est un point de vue, mais avec lequel je ne suis pas totalement d'accord. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est arrivé à un niveau de transparence absolue, mais il y a des efforts qui ont été faits dans ce sens. Les budgets, là, le contrôle budgétaire, rendez-vous à la Cour des comptes. La Cour des comptes, là, met les rapports, les rapports là sont publics. C'est publié, bien sûr. C'est N-1. C'est-à-dire que pour 2024, vous allez l'avoir à partir de 2025. Mais pour 2023, vous l'avez. Ils vous disent exactement, vous avez un rapport sur tout ce qui a été fait. C'est suivi. On peut ne pas être d'accord avec, mais il y a un rapport qui est fait. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas comment les gens utilisent leur budget, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Non, il y a un rapport qui est fait quand même. Peut-être qu'on peut les épingler sur ça pour dire non, on estime que ces montants-là paraissent faramineux, mais on ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce que les gens font avec quand même. On ne peut pas avoir créé une institution comme ça et puis quand même dire ça. Moi, je trouve que ça aussi, il faut avoir de la mesure là-dessus. Sur la question, par exemple, de l'enseignement, du secteur éducation-formation. Mais ce secteur éducation-formation-là a un budget plus élevé, mais ça s'explique. Parce que c'est le secteur 1, dans un premier temps, qui engage le plus d'effectifs, c'est-à-dire en termes même de personnel. Deuxièmement, c'est lui qui nécessite le plus d'infrastructures à réaliser, l'éducation. Troisièmement, c'est le secteur par excellence où les partenaires au développement injectent le plus d'argent. Et c'est là que je réponds à Herman quand il dit par exemple que est-ce que les 100% de budget sont financés au niveau étatique ou bien on prend encore des prêts? Il n'y a aucun pays au monde qui fait son budget à 100% sur des réserves personnelles. Ça n'existe nulle part. Il y a forcément un appui extérieur. Ça, c'est clair. Et donc, notre budget aussi n'en est pas exempt.
forcément, on a des revenus extérieurs des partenaires au développement. Bien sûr. Le second point qui était important de notifier, c'est que les budgets correspondent à des missions. Et il y a des structures en Côte d'Ivoire, comme la Cour des comptes, qui sont là pour contrôler voilà. et vérifier que le budget donné a été alloué à la chose en question. Donc dire qu'on ne sait pas trop, c'était bon qu'on puisse le rappeler. Quand on finit de parler de tout ça, quittons Yamoussoukro, messieurs, parlons maintenant de contrôle routier. Alors, vous le savez, la Direction générale de la police nationale avait annoncé depuis, je crois, fin novembre, qu'il y aura un contrôle, attention, pour remettre un peu à niveau et fluidifier les routes, vérifier que vous avez eu votre vignette à jour, les vitres teintées comme il faut, vous avez tous les papiers. Et en 3 jours de contrôle, 7290 véhicules ont été mis en fourrière. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Alors Herman, votre commentaire? Moi, je pense que ça ne doit pas être des opérations éperviers. Ça doit être des opérations qui doivent rester dans le temps. Parce qu'au moins, on accusait ici les embouteillages pour accéder. Les gens honnêtes veulent aller au travail, ils ont des difficultés pour aller parce qu'il y a plein de véhicules, des gens qui sont dans des véhicules qui n'ont pas de papier. Enfin, il faut continuer. Moi, je pense qu'il faut pérenniser le truc. Il faudrait qu'on ait des opérations éperviers dans le temps et non pas pour venir faire ça 3 jours. Moi-même, le fait même qu'on annonce que dans 3 jours, on fait... C'est pourquoi les gens puissent se mettre à jour. Si on peut les mettre en fourrière, on les met tous en fourrière. Parce qu'on ne peut pas avoir un gros parc automobile dans nos rues pendant que ce n'est pas des véhicules qui sont dans les règles. Ce n'est pas normal. Et je crois bien qu'aujourd'hui, on constate bien qu'il n'y a pas de bouchons. Les gens, il n'y a pas d'embouteillage. Et ça, c'est comme ça que la ville d'Abidjan devait pouvoir être. C'est comme ça que la circulation devait être. Il faudrait que les gens continuent cela. Élisée, 7290 véhicules en fourrière. C'est beaucoup. Ouais, c'est mon commentaire, c'est beaucoup. Et ça 3 jours. Ça m'amène à un commentaire. Vous voyez, la critique est aisée, mais à l'épreuve du terrain, c'est là qu'on voit. C'est facile de toujours être là à lancer des boulets sur les dirigeants. Non, ils nous volent. Non, ils ne sont pas corrects. Non, ils sont pas... Mais nous-mêmes, citoyens, on ne peut même pas avoir notre assurance. Ça veut dire qu'on viole même la loi. On vole l'État. On ne paye pas nos patentes, on ne paye pas les vignettes. C'est-à-dire les taxes même que l'État doit prendre pour entretenir, construire les infrastructures. On n'y participe pas. Mais on est tout le temps en train de fustiger et d'attaquer les dirigeants. Mais on ne peut même pas payer nos vignettes. Même pas frais de douane. On ne paye rien. Là, on vient même encore dans cette opération de se rendre compte même qu'il y a une bonne partie de véhicules volés qu'ils ont recherchés par Interpol. Mais vous voyez, des gens, ils fanfaronnent à travers la ville d'Abidjan. Mais pourtant, ils sont dans l'illégalité totale. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est bien beau de dire, bon, aujourd'hui, il n'y a pas de route pour aller chez moi, il n'y a pas de goudron pour aller chez moi, mais tu ne payes pas ta patente, tu ne payes pas ta vignette. On va prendre l'argent d'équipe pour construire la route de chez toi. À un moment donné aussi, là, soyons responsables. C'est ça le civisme aussi. Il ne s'agit pas juste de dire, je suis citoyen, j'ai une carte d'identité, je me balade. Mais la citoyenneté, là, c'est de faire face à ses obligations. J'ai un véhicule qui mérite que je paye de l'assurance, je paye l'assurance. J'ai un véhicule qui mérite d'avoir la patente, il faut que je paye la patente. Mais je ne peux pas être tout le temps en train de ruser et tout ça. Mais je suis d'accord avec Herman. Il ne faut même plus que ce soit une opération épervier. Ça doit être une opération éléphant. C'est-à-dire que ça doit rester sur tout le temps. Voilà, on continue tout le temps jusqu'à... Mais oui, parce qu'il faut que, une bonne fois pour toutes, les Ivoiriens comprennent que c'est avec la contribution des uns et des autres qu'on va bâtir l'État. Aïcha, est-ce vous pensiez à ce résultat déjà en 3 jours? Oui, je ne sais pas qui est surprise, mais en tout cas pas moi, pas du tout. C'est inquiétant. C'est très très inquiétant. Herman l'a justement dit, il dit aussi on n'a pas à attendre décembre pour ça. La mort n'attend pas décembre. Les accidents n'attendent pas décembre non plus. Le préfet d'Abidjan parle de 600, en moyenne 600 accidents par semaine, rien que dans cette capitale économique. Et ils ont été immobilisés, ces véhicules-là, pour défaut d'assurance et autres défauts. Donc en fait, ces accidents-là, quand ils arrivent, on n'a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indemnisation, il n'y a pas de... Ces personnes-là qui sont accidentées restent comme ça, en fait. C'est grave. Au-delà du risque même de mourir ou d'être blessé, c'est très grave. J'ai un souci aussi avec le fait que sur les chiffres qui nous sont communiqués, on parle uniquement de véhicules. Des 2 roues. Le ministre des Transports est venu même sur ce plateau en disant que les 2 roues posent problème et on le remarque tous aussi. Donc est-ce que le même traitement est réservé pour eux? Est-ce qu'il y aura une autre opération réservée pour eux? C'est à voir. C'est une question que je me pose. Mais en 2 jours, c'est un chiffre. J'ai calculé un petit peu, si on fait le ratio, ça fait 70 000 à peu près, on va dire, sur un mois. Et si on fait ça sur toute l'année, si on ne s'arrête pas en décembre, on est à peu près à 1 million de véhicules. Donc évidemment que la route est dégagée.
Et j'ai calculé, évidemment que la route est dégagée puisqu'il n'y a plus de véhicules, puisque tous les véhicules sont en infraction. Donc c'est très grave. Par contre, je voulais juste une note positive quand même. Une note très positive pour la police nationale, en tout cas, parce qu'ils ont commencé. On voit vraiment une police qui est de plus en plus dynamique quand même. Et ils ont lancé aussi en parallèle l'opération anti-alcool au volant, avec 9 cas positifs sur 121 à Yopougon le week-end dernier. Et puis le CM, le Community Manager Facebook quand même, qui est très réactif, et qui rend la profession un peu sexy, comme on dit. Je dis sexy pour dire attirante, attrayante. Oui, on parle de sujets techniques qui sont pas du tout fun. Donc c'est vraiment, il a une très belle plume en plus de ça. Petit bémol quand même, la prise de conscience, elle est nécessaire, elle est collective en fait. Ce qui veut dire que si moi je conduis bien ou j'ai tous mon véhicule est en norme, tout va bien, c'est peut-être pas le cas de l'autre. Il a peut-être même pas son permis en fait. Donc je veux dire, c'est absolument nécessaire qu'on fasse ces contrôles toute l'année parce qu'on n'est pas seul sur la route. Donc moi, je peux être irréprochable. Si mon voisin ne l'est pas, c'est fini. Et comme Élisée l'a dit, ce sera donc l'opération éléphant sur les routes pour dire qu'on s'installe définitivement. C'est peut-être ce qu'il faut. Oui. Marius Komoé, quel est votre commentaire justement? Fluidité parfaite sur les routes. Herman parlait de bouchons qui n'existent pratiquement plus parce que, selon lui, en tout cas, les mauvais grains ont été retirés. On ne les a pas retirés, ils se sont même cachés. Allez-y, Marius, votre commentaire, justement. Bravo à notre police nationale, Oui. bravo aux autorités ivoiriennes, bravo au ministère de la Sécurité voilà, pour ce travail impressionnant parce que c'est vrai, Élisée l'a dit, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal qu'on soit à appeler le gouvernement à poser des actes de développement, à régler les questions donc d'amélioration de nos conditions de vie, de nos cadres de vie, et puis au final, on ruse avec le paiement de nos taxes et de nos impôts. Et être à jour au niveau des pièces afférentes à un véhicule est une obligation pour le citoyen, est une obligation citoyenne. Et donc, nous ne pouvons pas, nous en tant que responsables d'organisation de la société civile, accepter de voir une multitude de véhicules, des milliers de véhicules rouler sur le territoire ivoirien sans être en conformité avec nos textes de loi. D'ailleurs, en cas de sinistre, par exemple, en cas d'accident où il y a mort d'homme sans assurance, c'est scandaleux. C'est véritablement scandaleux. Et donc, on ne peut pas cautionner cela. Et Herman l'a dit, c'est une action qui devrait être perpétuelle et non ponctuelle. Auquel cas, il faut la rendre, puisque je parle d'une action, il faut la rendre au moins mensuelle. Voilà, pas au moins une fois ou deux fois dans l'année, comme on le constate maintenant. Il faut que ça soit très régulier, de sorte à obliger tous ceux qui détiennent un véhicule, tous ceux qui sont propriétaires de moyens de locomotion, à être à jour avec les pièces de leur véhicule. Parce que, croyez-moi, c'est inconcevable pour un pays comme le nôtre d'avoir des véhicules, toutes sortes de gabarits, comme le disait Herman tout à l'heure, de grosses caisses qui circulent dans... De beaux véhicules, en tout cas. De grosses caisses, en tout cas. Avec des boyas, ils fument des grands cigares. Et puis, vous avez le temps de regarder ceux qui ont... Mais bien sûr. Mais on ne les voit plus sur le... On ne les voit plus sur nos routes. Alors donc, ils sont tous... Ils ont parqué leur véhicule. Bon, donc, franchement, c'est désolant. Très bien. Aïcha l'a dit, c'est malheureux. Élisée Bouloube, justement, un point avant d'aller au journal. Pour ceux dont les véhicules ont été mis en fourrière, quelle est la prochaine action, justement, pour récupérer leurs véhicules? Ça sera de se mettre déjà en règle. Voilà, ça sera il y a des amendes à payer. Oui, ça sera déjà de se mettre en règle. Comme il le dit, il y a déjà des amendes, mais déjà, on ne peut pas vous remettre le véhicule sans que vous n'ayez pas les papiers. Donc, il faut que vous puissiez établir tous les papiers nécessaires. Donc, c'est quand tout ça sera rempli qu'on vous remettra votre véhicule. Sinon, votre véhicule, on ne vous le remettra pas. Très bien. Et puis ça peut... Il faut qu'on le dise aussi aux citoyens. Si ça reste pendant un moment, ça peut même passer dans le domaine public, donc mis même aux enchères. Voilà, donc ils ont le temps. Il faut se presser, il faut parer au plus pressé, aller faire les papiers pour espérer récupérer son véhicule. Auquel cas, peut-être que c'est Élisée Bouloube qui le conduira demain, après l'avoir acquis aux enchères. C'est avec le véhicule qu'ils iront faire la visite technique. Donc ils payent l'amende de la fourrière, et puis ils récupèrent leur véhicule, ils s'en vont se conformer à la loi. Le point d'Élisée est important, si vous laissez votre véhicule... il pourrait être, mais je pense qu'Élisée, on va regarder un peu le time frame, le temps que cela pourrait durer. Si vous ne réagissez pas, comment est-ce que le véhicule pourrait donc se comporter sur le marché national? Eux, ils sont informés.
Merci en tout cas. C'était la première partie de ce temps d'antenne. Restez avec nous. En seconde partie, nous irons à Bobo. 4 jeunes filles, nous le disions à l'entame de notre programme. 4 jeunes filles interpellées, 3 mineurs et 1 majeure dans un trafic de drogue. Et aussi, on recevra M. Zoku Kevin, président du mouvement politique Agissons Ensemble. Le journal vous est présenté par Karel Dablé. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours en notre compagnie. Herman Aboua, Élisée Boloube, Marius Komoé, Aïcha Kripi nous a rejoint en plateau M. Kevin Zoku, président du mouvement politique Agissons Ensemble. Il compte en tout cas pour les années à venir compter en Côte d'Ivoire. On parlera avec lui tout à l'heure, mais attention, il, en tant qu'homme politique, donnera également son point de vue sur la situation que nous allons décrire maintenant. Nous sommes à Bobo. Nous parlons de 4 jeunes filles arrêtées pour trafic de drogue. Aïcha Kripi, avec vous, faisons le point de situation. Oui, alors effectivement, ça s'est passé donc le 4 décembre, c'était ce mercredi. Elles sont âgées de 15, si je ne me trompe pas, 16, 2 fois et 25 ans. Elles ont été, entre guillemets, piégées par les membres, les agents du commissariat du 14e arrondissement en plein trafic de drogue. Elles ont 15, entre 15 et 25 ans. Bon. Donc elles sont 3 mineures et une majeure. Donc voilà, on les a pris en flagrant délit, en fait, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'était non loin de la mairie, en fait, sous des parasols. Donc c'était un commerce qui paraissait tout à fait légal, anodin. Et en fait, les policiers ont démêlé quelque chose d'assez obscur derrière. Donc voilà, 120 sachets très précisément de cannabis, 180 gâteaux à base de cannabis. C'est justement ça qui m'interpelle, oui. C'est incroyable. Des plaquettes de médicaments détournés comme le tramadol, c'est quand même assez grave, le Royal et bien d'autres encore. Et 100 feuilles OCB pour parfaire l'expérience des clients. Donc on est quand même sur des professionnels, je dirais entre guillemets. C'est pas non plus un seul sachet qu'on a trouvé, c'est quand même 120, etc. etc. Donc l'âge, moi, m'inquiète en tout cas, c'est assez déplorable. Je pense qu'on a un devoir aussi de scolarisation, de formation, ce que fait très bien l'État qui a commencé à s'occuper des jeunes qui ne font rien, ce qu'on appelle les NOOTS, pardon. Et je pense qu'il faut absolument stopper la circulation de ces drogues-là. Je pense que l'État fait beaucoup de choses par rapport à ça, il faut faire plus. Elles sont 3 mineures, pour moi c'est aberrant. Et au-delà de l'État, il y a aussi la responsabilité parentale, voilà. Alors ça, c'est un grand sujet. En même temps, l'État ne peut pas rentrer chez vous à la maison et éduquer les enfants. C'est vraiment la responsabilité également des parents. Écoutons votre point de vue, Marius Komoé. Au-delà de la description qu'Aïcha vient de faire, quel commentaire cela appelle de vous? Déjà sur les protagonistes de cette affaire, les 4 jeunes filles, 3 mineures et 1 majeure. C'est inacceptable. Au moment où les parents se décarcassent pour voir leurs enfants emprunter le bon chemin, en vue naturellement d'être leur miroir de demain, leur soutien de demain, nous sommes fortement surpris que des mineurs, des enfants de 16 ans, 15 ans, décident à cet âge-là déjà d'entrer dans le milieu de la drogue. C'est effarant. Et cela soutenu par une majeure qui a au moins, elle, 26 ans, parce qu'il y a une de 26 ans et 25 ans, 2 qui ont 15 ans et une qui a 16 ans. On l'appelle la doyenne. Bon, c'est trop tôt. Vraiment, dans la fleur de l'âge, elles ont certainement commencé une telle activité qui, ma foi, certainement est génératrice de revenus pour elles, étant entendu le nombre de produits prohibés saisis par les services de police du 14e arrondissement. Il faut que nos pouvoirs publics redoublent d'efforts. Parce que même dans nos quartiers, dans tous nos quartiers aujourd'hui à Abidjan, nos enfants la fument la drogue. À Cocody, à Yopougon, dans tous les quartiers. C'est scandaleux. Et personne, même les habitants des quartiers, les parents, n'ont même pas de pouvoir sur leurs enfants qui consomment la drogue. Dans les écoles, à l'université, face au dossier de la SFECI, on s'est rendu compte que même à l'université, c'était un nid de drogue, où la drogue circulait. Dans nos lycées, la drogue circule. Il faut véritablement que la Côte d'Ivoire ne soit pas une deuxième Colombie, ou bien un royaume de Pablo Escobar. On ne va pas arriver jusque-là. Mais on n'en est pas loin, puisque déjà, la presse conventionnelle nous fait savoir que la Côte d'Ivoire est l'une des plus grandes plaques tournantes du monde de la drogue. Et des enquêtes au plan international l'ont attesté. Il faut bien que
on y mette un holà une fois pour toutes. Et cela relève de la compétence et du pouvoir exclusif de nos autorités. Et nous pensons que dans ce domaine, eh bien, le ministère en charge donc, de l'Intérieur, dans les services, parce que nous avons tous les services de lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire, vous avez la police qui le fait, vous avez la gendarmerie et puis pas mal d'autres services. Donc, il faut que ces services, on leur donne assez de moyens pour véritablement mettre un terme à la drogue. Herman, alors, ces jeunes filles étaient en train de vendre sous un parasol. On pourrait penser à une activité commerciale qui se fait, alors qu'en dessous de cela, en dessous de Cap, on a, in fine, une activité qui détruit des vies humaines. 4 jeunes filles. Hein. Moi, je pense que la pêche, c'est une bonne pêche, mais ce n'est pas une pêche moissonneuse. Quand on sait l'ampleur du fléau, Marius, tout à l'heure, évoquait ce qui se passait dans nos quartiers, à Abidjan, ici, dans les communes, et même dans les écoles. Moi, je dirais même à l'intérieur du pays. Absolument. La drogue, l'usage de la drogue, c'est un fléau national. Aujourd'hui, tout le monde sait que la jeunesse, aujourd'hui, est en proie à cela. Et donc, au-delà des 4 femmes, des 4 jeunes filles qu'on vient de voir qui le font, il faut se dire qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des réseaux bien huileux. On connaît ceux qui en consomment. C'est-à-dire que les jeunes, nos enfants dans nos quartiers. Mais s'il y a bien des consommateurs de ces produits-là, c'est parce qu'il y a vraiment un réseau. Et même des vendeuses, c'est qu'il y a quelqu'un qui alimente peut-être. Il s'est dit, bon, on n'a pas encore vérifié, on ne peut pas. Les jeunes filles qui vendent de l'eau et autres là, dans le carrefour, très souvent, quand on regarde l'attitude même de ceux qui sont les apprentis dans les véhicules de transport en commun, souvent, tu sais, tout le monde sait, a bien conscience qu'ils sont sous l'effet de stupéfiants. Mais avec qui ils prennent cela. Donc, 4 jeunes filles, c'est vrai, mais il faudrait que la police creuse bien. Il y a bien plus au-delà des 4 qu'on a. Qui les approvisionne. Oui. Élisée, votre point de vue, on prendra le point de vue de M. Zokou. D'accord, moi, contrairement peut-être à Herman, je pense que moi, je trouve que c'est une pêche poissonneuse. Parce que même une seule personne, en plus une seule mineure, une enfant déjà retrouvée dans un tel environnement, pour moi, c'est déjà dramatique. À plus forte raison, parler de 4, pour moi, c'est vraiment beaucoup. Et ça nous interpelle. Hein. Quand je le dis très souvent, facile d'indexer les autres, mais je crois que le premier responsable de cette situation, c'est la société. C'est nous tous. On doit vraiment se poser les bonnes questions afin de trouver les bonnes réponses et puis endiguer ce fléau-là. Est-ce qu'aujourd'hui, nous jouons notre rôle en tant qu'éducateurs, en tant que parents? Est-ce que nous jouons notre rôle aujourd'hui? Quels sont les modèles et les exemples aujourd'hui qu'on brandit à la jeunesse? Tout ça, ça compte. Même nous, en tant qu'acteurs des médias, est-ce qu'aujourd'hui, on joue suffisamment notre rôle pour interpeller et insister sur la nécessité pour la jeunesse de tourner dos à ces fléaux? Est-ce qu'on fait suffisamment, on joue suffisamment notre rôle? Est-ce que les pouvoirs publics créent suffisamment les conditions pour éviter déjà que les plus jeunes, parce qu'on parle de 15 ans, c'est vraiment un enfant, se retrouvent dans de tels environnements? Est-ce que les parents eux-mêmes aujourd'hui n'ont pas démissionné vis-à-vis de l'éducation des enfants? Donc pour moi, c'est une responsabilité vraiment partagée. C'est pourquoi moi je pense que quand de telles situations arrivent, il ne faut pas tout de suite qu'on soit en train de chercher le bouc émissaire ou un commis. Il faut déjà même que nous-mêmes, on rentre en nous-mêmes et qu'on s'interroge. Est-ce que quelque part, on n'a pas contribué d'une manière ou d'une autre à ce qu'on arrive à une telle situation? Si on se pose des bonnes questions, on se trouvera les bonnes réponses et puis on apportera les solutions. Moi, je me dis aujourd'hui que Marius l'a dit, ce n'est pas faux. Même vous, il suffit de vous promener dans certains quartiers, vous voyez des fumoirs même dans les écoles. Moi, on me signalait la dernière fois à Makori, un collège à Makori, à Magou Victor ou quoi, où le soir, les jeunes hommes viennent traverser, pendant que les enfants sont encore en cours, ils vont sur le terrain de football, là, tout le monde les voit aussi au vu. Ils rentreraient dans cette école-là. Ils traversent l'école, ils s'en se mettre au terrain là-bas et puis ils consomment la drogue au vu aussi de tout le monde. Dans cet endroit dont je vous parle là, on n'est même pas loin d'un commissariat de la zone. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit être fait. Moi, je crois qu'il faut qu'on sorte de ces histoires de, bon, c'est leur affaire, ou bien ces histoires de, bon, moi, ça ne me concerne pas, ou bien, bon, mon cher, ça, c'est leur enfant, ou bien, ça, c'est une affaire. Ça regarde tout le monde, parce que demain, quand ils deviennent des délinquants, ben, quand tu seras dans ta voiture au feu, il ne faut pas être surpris quand on te casse la vitre et qu'on te tire pour l'école. C'est le résultat de tout ça. Donc, nous tous, on est concernés. Il faut vraiment qu'il y ait un sursaut national contre le phénomène de la drogue. Il dit bien un sursaut national.
Ça veut dire que les pouvoirs publics, que les citoyens lambda, que les associations de consommateurs dont Marius est en tête et que je soutiens et que bientôt, par la grâce de Dieu, je remplacerai, tout ça, voilà, tout ça se mobilise pour que nous puissions vraiment lutter contre ce fléau et définitivement l'éradiquer. Alors, Monsieur Zoku, Kevin, vous êtes président d'un mouvement politique, donc homme politique, vous rentrez sur la scène. Quelles seraient vos solutions, justement, pour endiguer la drogue, surtout, enfin, nationalement, mais surtout au niveau de la jeunesse, et même à enfin, au niveau de toute la Côte d'Ivoire même? Merci, madame. Je voudrais d'abord remercier la direction de Live TV qui nous donne l'opportunité de participer à cette émission. Vous avez les salutations des militants de Agissons Ensemble. Et nous répondons à votre salutation. Cela dit, oui, l'arrestation de ces jeunes filles nous interpelle. Nous interpelle en ce sens que ce sont des jeunes filles âgées de 15 ans. Elles devraient être à l'école. Absolument. Si elles ne sont pas à l'école et qu'elles sont sous des parasols en train de vendre des médicaments prohibés et de la drogue, cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné quelque part. C'est donc de la responsabilité de l'État de faire en sorte que ces enfants-là, qui sont déscolarisés pour plusieurs raisons, soient resocialisés. Ça, c'est d'abord la première des choses. Deuxièmement, en tant qu'ancien fonctionnaire de la police nationale, je pense que le problème de la drogue en Côte d'Ivoire n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ces enfants que nous voyons sont juste la face visible d'un réseau, qui déjà sont en place. Donc, il faut faire en sorte que ces réseaux soient démantelés. Et il faut un petit peu de volonté politique de la part du gouvernement. Petit peu, ils ne font pas assez, selon vous? Ils n'en font pas assez? Pour véritablement lutter contre ces actes criminels, je pense qu'il faut encore faire un peu d'effort. Comme quoi, par exemple? Il faut donner les moyens à la police nationale. Voilà. Les policiers, les fonctionnaires de la police nationale n'ont pas suffisamment de moyens. Comme par exemple? Il faut leur donner... je peux vous prendre un exemple. Voyez-vous, on dit souvent que l'État, c'est la continuité, n'est-ce pas? Si. Voilà. Vous vous souvenez de la BAE? Le Pougon BAE. Oui, tout à fait. Oui, La brigade anti-émeute. Ça a été construit sous Bédier, en 1998. Tout à fait. Lorsque Gueye a renversé Bédier, ce projet est tombé à l'eau. Quand le président Laurent Gbagbo est venu, on ne l'a pas poursuivi. Aujourd'hui, le président Alassane est là, ça fait bientôt 15 ans. Ce projet-là, il n'est pas poursuivi. Il y a de l'argent du contribuable ivoirien qui a été investi dans la construction de ces bâtiments-là, qui ne sont pas utiles aujourd'hui. Les policiers n'ont pas les moyens qu'il faut pour être sur le terrain, les moyens de mobilité. C'est vrai que ces temps-ci, on voit quelques véhicules, mais il leur manque encore plus de moyens pour mener les enquêtes comme il se doit. Le policier, quand il est en tenue, il est visible, on sait qu'il est là, et on peut se détourner. Mais un policier en civil, il est beaucoup plus efficace. Donc il faut encore donner plus de moyens à ces policiers-là, à la gendarmerie, pour pouvoir faire le travail qu'il se doit de faire. Au niveau de la... Je termine par là, si vous me permettez. Encore aussi au niveau de l'aéroport, parce qu'on a des brigades de la gendarmerie qui luttent aussi contre la drogue, qui se retrouvent au niveau de l'aéroport. Mais vous voyez, moi j'ai été à l'aéroport, j'ai travaillé à l'aéroport, et j'ai pu vous dire qu'il faut renforcer la lutte contre la drogue dans ce secteur. Le passage. Il faut le renforcer. Il faut vraiment renforcer la lutte de ce côté-là. On savait quelque chose. Et ça, c'est un ancien officier de la police nationale. Non, je ne suis pas officier, j'ai été sous-officier de la police nationale. Ancien sous-officier de la police nationale. Aujourd'hui, vous dites, nous voulons proposer aux Ivoiriens un nouveau pacte social à l'effet d'améliorer leurs conditions de vie. Avec votre mouvement politique, Agissons Ensemble. De quoi s'agit-il concrètement? Quel est ce nouveau pacte social? Agissons Ensemble se définit comme un mouvement qui rassemble les Ivoiriens sans considération de bord politique, ethnique, religieux ou alors philosophique. Vous voyez, l'idée est partie du fait que dans ce pays, en 1994, si j'ai la bonne mémoire, on a vu le Front républicain. Le Front républicain, c'est le Front populaire ivoirien et le RDR, c'est-à-dire un parti de la gauche et celui qui est libéral. En 2005, je crois bien, on a vu dans ce pays le PDCI qui est un parti de la droite, le RDR, le MFA qui est un parti de la gauche
et bien d'autres partis se mettre ensemble pour créer le RHDP. En ce moment précis, il y a un groupement politique où on a le MGC, qui est un parti de l'opposition de la gauche, on a le COGEP, qui est de la gauche, mais on a le PDCI, qui est de la droite. Et même le GPS, quand il commençait, il y avait le GPS, mais après, ils l'ont retiré pour des raisons judiciaires. Alors, quand nous on regarde tout ça, et il y a le Front populaire ivoirien qui a signé un partenariat avec le RHDP. Lequel partenariat n'existe plus. Oui, hein. il n'existe Mais plus, mais il a existé. Il a existé, Alors, mais il n'existe plus. Oui, il n'existe plus. Lorsque nous regardons tout ça, nous nous disons, est-ce qu'il ne serait pas bien séant que tous ensemble on se mette d'accord sur l'essentiel, sur les préoccupations des Ivoiriens. Avant d'aller aux préoccupations des Ivoiriens, vous êtes de quel côté? Vous êtes au gauche, centre, à vous êtes droite, à au gauche, centre. à droite? Mais Vous êtes justement, où? quand on dit agissons ensemble, quand j'ai défini, quand j'ai donné tous ces exemples que je venais de donner, on ne peut pas être ni à gauche ni à droite. Vous n'avez pas d'idéologie. Non, nous, notre idéologie politique, c'est la priorité des Ivoiriens, le quotidien des Ivoiriens. Très bien. C'est ça qui est nous, notre comment on appelle, idéologie politique. Élisée Boloube, question pour notre invité. D'accord, ok. Moi, là, vous allez à une assemblée générale constitutive le samedi, demain donc samedi. Et excusez-moi, c'est dans quelle perspective en fait? Ça veut dire ce parti, est-ce que c'est pour briguer le pouvoir d'État? C'est une de vos ambitions? Ou c'est juste pour créer une plateforme où les Ivoiriens pourraient se retrouver et puis éventuellement contribuer avec des idées et voir comment est-ce qu'on peut être un mouvement d'influence auprès peut-être des pouvoirs publics? Comment vous vous inscrivez dans tout ce lot-là? Merci pour la question. Elle est tellement pertinente que je vais y répondre sans Faux embâche. fuyant, Voilà, allez-y. sans faux fuyant. D'abord, nous ne sommes pas un parti politique, Ok. nous sommes un mouvement politique. D'accord. Et nous, notre priorité, pour ne pas dire notre préoccupation principale, c'est le bien-être social. Je suis content que nous avons avec nous M. Marius Komoué, qui lutte beaucoup aussi pour le bien-être social des Ivoiriens. Alors, c'est vrai que de par nos propositions, certains partis politiques pourraient s'en servir. Voilà, pourraient s'en servir pour améliorer leur fonctionnement. Mais ce qui est important pour nous, c'est que de tous les partis politiques, quels que soient les bords, quelles que soient les idéologies, il faut mettre en priorité les besoins primaires des Ivoiriens. Vous dites que les partis politiques pourraient se servir de vous pour améliorer leur fonctionnement. Explication. Bon, je veux dire, puisque nous posons le problème de façon objective, nous n'avons pas de parti pris. Que vous soyez de la gauche ou de la droite, nous disons que pour que à Solokou, qui est chez moi, ou pour que à Moapé, qui est aussi chez moi, parce que je suis Bétiatier, voilà, qui est aussi chez moi, pour qu'on y trouve une école primaire publique, pour qu'on trouve un hôpital dans une sous-préfecture, on n'a pas besoin d'idéologie. Et quand on fait ces propositions, n'importe quel parti qui aspire à gouverner le pays pourrait s'en servir. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous que dans aucune de nos sous-préfectures, et ça je le dis avec preuve à l'appui, dans aucune de nos sous-préfectures, je dis bien les sous-préfectures, il n'y a pas d'hôpital général. De Côte d'Ivoire. Bien sûr, on a des centres... Hôpital général, Oui, la tout à préciser fait, hôpital tout à fait. général. Voilà, il n'en a pas. Herman, Je suis pour dire que, Herman va te poser or, une question. selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour 1000 habitants, Oui. il faut au moins 2,5 personnel soignant, médecins, infirmiers et sages-femmes. Or, dans nos sous-préfectures, on a plus de 60 000 personnes, 50 000 habitants. On n'a pas un hôpital général. Herman, question. Bon, en tout cas, moi, lorsque les jeunes s'intéressent comme ça, on a vu la période des aînés, plus de 30 ans, qui gèrent un peu la scène politique. Et de plus en plus, on voit que les jeunes viennent avec leur mouvement politique, même s'ils n'ont pas encore eu le courage de dire c'est parti politique. J'imagine que le mouvement politique s'y sent mieux. Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, quelle est l'offre politique que vous proposez aux Ivoiriens qui n'est pas loin de ce que les partis politiques classiques, traditionnels, nous donnent de voir depuis plusieurs années. Parce que jusque-là, c'est plus ou moins les mêmes thématiques, la question de la santé et autres. On ne voit pas concrètement ce que vous voulez apporter comme changement de façon spécifique sur ces questions-là. Merci. Si vous voulez, nous voulons dire que nous disons aux Ivoiriens,
c'est vrai, on peut être dans un parti politique, on peut être de la gauche ou bien de la droite. Pour nous, ce qui doit être prioritaire ou ce qui doit primer, c'est le quotidien de l'Ivoirien. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour le quotidien des Ivoiriens? Le quotidien de l'Ivoirien, non, mais nous, on n'a pas le pouvoir de décision. Donc, vous êtes force vous avez un d'opposition. Voilà, Vous avez nous disons au pouvoir en place que ce qu'il urge en ce moment précis, parce que quand l'Ivoirien se réveille le matin, il ne consulte pas une idéologie politique. Quand il se réveille le matin, on dit notre pays repose, la richesse de ce pays repose sur l'agriculture, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas un hôpital général dans une sous-préfecture, comment l'ouvrier fait pour prendre un peu, pour voir s'il va bien ou pas? Comment les élèves font? Comment on fait? Voilà, donc nous, ce sont des propositions que nous faisons et nous disons aux Ivoiriens que ce qui doit vous préoccuper, c'est d'abord votre quotidien. On peut militer dans les partis politiques, c'est vrai, mais il faut penser ton quotidien d'abord. La question sociale au cœur de, Bien sûr. de la politique. Donc nous interpellons les gouvernants pour dire qu'au-delà de tous les discours, il faut aller droit au but pour que les besoins quotidiens des Ivoiriens, il n'y a pas de route à l'intérieur du pays, il n'y a pas d'école, vous voyez ça sur les réseaux, les écoles primaires publiques qui sont à lambeaux à l'intérieur du pays, il y a des professeurs de mathématiques, d'anglais, de sciences physiques, chimie qui manquent dans les établissements. Il faut faire face à tous ces besoins-là. Voilà ce que nous disons. Il n'y a pas de route en certains points de l'intérieur du pays. On va le dire comme ça. Toujours nuancé. Marius Komoué et Élisée Boloubé, on terminera avec vous. On a 4 minutes. Allez-y. Alors, je fais court. Cet impact social, au final, que vous proposez donc aux Ivoiriens à travers donc la naissance de cet autre outil politique. Qu'entendez-vous véritablement de ce pacte social? Herman le disait tantôt, les problèmes sont connus. Tous les politiques, quel que soit leur bord et leur idéologie, connaissent la réalité des Ivoiriens. Tout le monde nous fait des propositions, mais qui est-ce qui concrétise ces propositions une fois devenu au pouvoir? Que proposez-vous? Pour que ces solutions soient concrètes dans la vie des Ivoiriens, il est de la responsabilité du peuple. C'est-à-dire que c'est le comportement du peuple qui va amener le politique à matérialiser ces propositions. Sinon, en vrai, tout le monde fait des propositions. Mais si ces propositions qui sont faites ne sont pas concrétisées, c'est de la responsabilité des citoyens. C'est ce que nous disons. Et c'est pourquoi nous interpellons les citoyens à dire que vous avez le pouvoir. Par exemple, en 2025, nous allons aux élections. Il faut aller voter utile. Voter utile voudrait dire que je ne tiens pas compte de l'idéologie politique. Je ne tiens pas compte de ce que ce candidat viendrait de ma famille ou de ma région, mais je tiens compte de ce qu'on me propose de façon concrète. Est-ce que ce candidat, quand il dit « une fois élu, je ferai la route », est-ce que quand je le regarde et que je l'écoute, il peut effectivement faire cette route le lendemain de son élection? Si oui, alors je vote pour lui. Très bien. Élisée, vous avez là donc la dernière question. Moi, juste savoir, hein, demain c'est l'Assemblée constitutive, comment est-ce qu'on intègre? Certainement que les Ivoiriens vous regardent, qui ne se sentent ni à droite ni à gauche, et qui ont cette envie-là. Comment donc ces citoyens-là qui voudraient adhérer à Agissons ensemble devraient s'y prendre? Demain samedi, nous organisons notre Assemblée générale constitutive. Je peux dire le nom? Oui, allez-y. Oui, bien voilà. sûr. Au complexe hôtelier Astoria Palace, c'est à Yopougon, Kenya, dès 10h pour les premiers militants. Nous aurons des travaux en commission et autres. Et l'après-midi, on aura un point de presse, comme vous le voyez. Ça sera suivi d'un point de presse. Et notre point de presse, le thème central, c'est la nécessité d'un dialogue politique inclusif pour des élections présidentielles apaisées et ouvertes à tous. Parce que nous estimons que pour que 2025 soit une année apaisée, puisqu'elle est déjà électorale, qu'elle soit apaisée, il faille que le gouvernement, de nouveau, appelle les acteurs politiques à un dialogue politique, cette fois-ci inclusif. Très bien. On termine avec vous. Oui, non, juste un petit détail. Pas grave, vous avez parlé de l'idéologie politique qui n'est pas finalement super importante. Je trouve ça quand même problématique de dire ça, hein, excusez-moi. Je pense que c'est quand même le cœur d'un parti politique d'avoir une idéologie, un mouvement ou parti, appelez ça comme vous voulez. Vous avez pris l'exemple d'un pont. C'est ça que vous avez dit, hein, pris l'exemple d'un pont. Si on construit un pont, après le pont, qu'est-ce qu'on fait en fait? Je veux dire, c'est un plan qu'on a. Et le plan découle d'une idéologie en fait. Très bien, il va répondre rapidement parce qu'il avait déjà parlé de ça. Je n'ai pas dit que l'idéologie n'était pas importante, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, nous, en prenant des exemples que j'ai cités ici, et pour ne même pas encore prendre un autre,
du côté de la France, vous voyez que le gouvernement français vient de chuter. Gouvernement Pourquoi? Barnier. Parce que, pardon? Le gouvernement Barnier. Oui, le gouvernement Barnier, on va dire, que le Premier Il se ministre retrouve Barnier. sans Premier ministre encore Voilà. une fois. Voilà. Et pourquoi? Parce que la gauche, la droite se sont mis ensemble pour cette motion de censure. Vous comprenez un peu? Voilà. Et j'ai pris des exemples pratiques chez nous, ici en Côte d'Ivoire. Et on va Donc, quand on parle d'idéologie, en vrai, l'idéologie apporte quoi? Qu'est-ce que vous entendez? Oui. Voilà. On va pas faire le débat parce qu'on doit terminer l'émission. Voilà, l'idéologie mais allons-y. apporte quoi concrètement? d'accord. Si vous pensez qu'en prenant le pouvoir d'État, vous pouvez améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, mais pour les améliorer, les secteurs sont connus comme Herman bien. l'a dit tout à l'heure. Merci la beaucoup. santé, l'éducation, ainsi de suite. Merci beaucoup, Voilà. Monsieur Kevin Zokou. On ne pourra pas faire ce débat-là, mais en tout cas, vous avez essayé autant que faire se peut de répondre à nos différentes questions. Ce ne sera pas le dernier passage. Assurément que vous reviendrez, une fois peut-être investi, n'est-ce pas, par votre mouvement politique pour les élections présidentielles 2025. Vous reviendrez ici pour faire encore un autre point. Merci d'être venu. Et agissons ensemble. Donc, c'est demain le grand rassemblement du côté de Yopougon, Kenya, au complexe hôtelier Astoria Palace. Merci beaucoup. Je vous en prie, Merci madame. d'être venu. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. On a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Élisée, Herman, Aïcha, Marius Komoé. Ce week-end, nous sommes le 6 décembre. Portez-vous bien. Toutes les équipes rédactionnelles, Rachid, Emaï, les équipes techniques, la réalisation, Ibrahim, merci beaucoup. Le son, les caméras. Enfin bref, j'espère que j'ai oublié personne. Hein. D'accord. Merci en tout cas. Merci de nous avoir suivis. Ça vient aussi, Et puis, les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.